va donner une cataracte si c'est localisé en dehors de l'axe visuel. Donc, si il ne rentre pas dans l'axe visuel, on laisse le corps étranger là et on ne s'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si il se trouve, si la cataracte n'est pas localisée en dehors de l'axe visuel ou si c'est une cataracte totale, là, il faut retirer le corps étranger en même temps que la cataracte. Donc, pourquoi ici on temporise? Parce que généralement, les ophtalmos, ils vous disent que la cataracte, quand on abla, l'ablation de la cataracte peut être bonne comme elle peut échouer. Et donc, on ne fait une ablation de la cataracte que si vraiment la cataracte est totale et que le patient ne voit pas, pour que si par malheur ça échoue, on ne perd pas un œil qui voyait un petit peu avant l'intervention. Donc, les corps étrangers peut être cornéen, superficiel ou profond. Il peut être dans le vitré, et là, c'est après effraction de la coque de l'œil. Si c'est de nature, ici c'est un corps étranger en fer, il va être responsable d'une sidérose, donc il faudra l'extraire. S'il est en cuivre, il pourrait être responsable d'une chalcose, et là, il faut l'extraire. Il y a un truc particulier, c'est le cas particulier du corps étranger méconnu. On ne s'est pas rendu compte qu'il y a eu un corps étranger. Et là, qu'est-ce qui peut nous faire suspecter la présence d'un corps étranger? C'est l'existence d'une mydriase isolée. On trouve une mydriase, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une mydriase. On trouve une ivéite ou on trouve une hypotonie. C'est pour ça que le dépistage et le repérage des corps étrangers doit être précoce pour éviter toute réaction inflammatoire ou cicatricielle de ce corps étranger. Et ce dépistage doit être réalisé ou peut être réalisé grâce à une radiographie de face, nez, menton et un profil strict. C'est les deux incidences qui vous permettent de voir le corps étranger intraoculaire. Le traitement, bien sûr, est du ressort de l'ophtalmo, mais il faut savoir qu'en cas de corps étranger magnétique, on va faire une extraction par électroaimant, ça va l'aspirer. Si ce n'est pas un corps magnétique, que ça soit métallique ou non métallique, on va faire une chirurgie intravitréenne. Un corps étranger bien toléré par l'œil, il vaut mieux le laisser en place et ne pas le toucher. Les complications oculaires des plaies, c'est comme pour une plaie cutanée, c'est les délabrements, les infections, donc panophtalmie, c'est aussi le tétanos. Ensuite, en plus des complications dues à la lésion, c'est-à-dire à la plaie, vous avez les complications selon la nature chimique du corps étranger. On a dit tout à l'heure que le fer était responsable de sidérose. Donc, la sidérose, c'est une coloration jaune ocre des structures oculaires. Sans traitement, ça va aboutir à une atrophie du globe oculaire, à une hypertonie et ça peut donner une cécité. On a vu qu'en cas d'exposition au cuivre, que lorsque le corps étranger était du cuivre, on pouvait avoir une chalcose. Et là, la chalcose, c'est une cataracte en fleur de tournesol qui peut être soit au niveau de la cornée vitrée et la rétine. Ces petits détails, c'est intéressant de les mettre avec les cours qui sont obligatoires et ils vous permettent de faire le diagnostic différentiel quand vous traitez les cas cliniques. Les végétaux, lorsqu'ils sont mal, donc le corps étranger quand c'est un végétal, s'il est mal supporté par le globe oculaire, il va être responsable donc d'une infection. Voilà en ce qui concerne les plaies
avec corps étranger. Donc, on a vu 3 troubles fonctionnels visuels, donc plus ou moins nystagmus et diminution de l'acuité visuelle. On a vu ensuite les traumatismes qui peuvent être soit responsables de contusions qui peut être bénigne ou violente, soit responsables de plaies qui peut être superficielles ou profondes sans corps étranger, ou encore une plaie de l'œil avec un corps étranger. Là, vous voyez une plaie de l'œil perforante, là, avec un corps étranger. Le chapitre suivant des traumatismes, c'est les brûlures, donc les brûlures oculaires. En ce qui concerne les brûlures oculaires, ça peut atteindre ce qui est extérieur, c'est-à-dire soit la paupière, aspect de brûlure cutanée, soit les conjonctives, lésions exudatives ischémiques, soit la cornée, lésions superficielles épithéliales avec risque de perforation. Bien sûr, si la brûlure est importante, si tout est détruit, il peut y avoir une perforation. L'évolution, c'est comme pour les brûlures cutanées, elles sont dominées par 2 problèmes. Ce sont les infections secondaires et la cicatrisation avec des séquelles. Les infections secondaires, généralement, on dit qu'ils sont dues à la perméabilité des voies lacrymales. Et la cicatrisation avec séquelles, c'est quand il y a une brûlure, il y a de la fibrose. Quand c'est au niveau de la paupière, on parle d'ectropion. Quand c'est au niveau des conjonctives, on parle de symblépharon. Les symblépharons sont des brides qui se forment entre la conjonctive de la paupière et la conjonctive du globe oculaire. Et le fait qu'il y ait une bride, la mobilité du globe oculaire va être réduite. Au niveau de la cornée, ils vont être responsables d'ulcères, de kératite et de pseudo-ptérygium. Voilà en ce qui concerne les brûlures oculaires. Il faut savoir que les brûlures oculaires, ça peut être une brûlure thermique, donc chaleur, ou alors une brûlure chimique, puisque certains produits peuvent donner une brûlure chimique. Donc, les brûlures thermiques, 2 possibilités, soit directement par flamme, soit par la projection d'un corps qui est chaud. Donc, par exemple, projection de métaux en fusion. Donc, lorsque c'est une flamme, ils sont peu graves. Généralement, on a beaucoup plus des lésions orbito-palpébrales, donc des lésions externes. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une flamme, vous allez cligner des yeux, clignement ou clignotement des yeux, et ceci va protéger l'intérieur de l'œil. Par contre, quand c'est des brûlures thermiques par projection de métaux en fusion, donc il va y avoir des métaux en fusion qui vont rentrer dans l'œil, et là, vous n'avez pas le temps de cligner de l'œil pour protéger votre œil. Alors, ces particules refroidies, donc les métaux en fusion, quand ils vont rentrer dans l'œil, ils vont refroidir et ils vont se solidifier et ils vont rester dans les cul-de-sac et ils vont se comporter comme des corps étrangers. Ces brûlures sont plus graves surtout si le point de fusion est supérieur à 1000 degrés Celsius, le cas du fer et des verres, et si le point de fusion est bas, il va se produire un phénomène de calcification avec évaporation de la lame précornéenne liquidienne. Donc, ils vont évaporer la lame précornéenne liquidienne. Pour les lésions les plus graves, ils aboutissent, comme toute brûlure, à des lésions de nécrose cornéo-conjonctivale. Toute brûlure, quand elle est importante, c'est comme les brûlures cutanées, va donner une nécrose cornéo-conjonctivale. Pardon,
je suis obligée de boire parce que est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous arrivez à suivre? Oui. Oui. Parce que ah, il est venu le sixième, le cinquième. C'est un peu, je sais que c'est un peu barbant, mais je vous ai dit, hein, c'est un cours qu'il faut et ne pas permet de faire la synthèse, mais nous on vous le donne en synthèse, mais vous utilisez-le plutôt en le répartition sur les cours. Parce que comme ça, en entier, je sais que c'est lourd. Donc voilà pour les brûlures thermiques. On passe aux brûlures chimiques maintenant. Les brûlures chimiques sont plus graves. Pourquoi? Parce que pour la même chose, il n'y a pas de réaction de clignotement et cette réaction est moins efficace quand vous avez une brûlure par flamme. Le contact est immédiat et les toxiques, il va y avoir soit un phénomène de fixation et diffusion qui va être responsable d'une nécrose cornéo-conjonctivale. On vous entend mal, docteur Chiban. Bon. D'accord. Et là? De même? Ça va mieux, oui. Ça va mieux? Oui, comme ça, c'est bien. Ok. J'ai dû bouger mon micro. Donc, un phénomène de fixation-diffusion, nécrose cornéo-conjonctivale avec atteinte du segment postérieur. Ou alors, donc, soit un phénomène de fixation, soit un phénomène de réparation d'une cicatrice qui va donner une cicatrice cornéo-conjonctivale à type de symblepharon, de sécheresse oculaire par obstruction des canaux lacrymaux, une hypertonie ou une cataracte. Donc, soit un phénomène, le produit se fixe et il est diffusé, il va donner une nécrose cornéo-conjonctivale, soit il va y avoir, on va essayer de réparer ces phénomènes, ces lésions, et à chaque fois que vous avez réparation, vous allez avoir une cicatrice fibreuse. Donc, et en fonction du siège de cette cicatrice, vous pouvez soit avoir un symblepharon, soit une obstruction des canaux lacrymaux qui va être responsable des sécheresses, de la sécheresse, soit carrément une cataracte. Donc, on récapitule. On a dit lésions fonctionnelles. Lésions fonctionnelles, rappelez-vous de l'œil qu'il y a principalement trois. Fatigue, éblouissement et photophobie. Après, vous avez les traumas. C'est tout ce qui est accident. Donc, ce n'est pas que ça. Vous pouvez avoir autre chose. Et donc, les traumas oculaires, vous avez la contusion qui peut être bénigne ou violente. Vous avez la plaie. Dans la plaie, vous avez deux types, avec corps étranger à l'intérieur ou sans corps étranger à l'intérieur. Et vous avez les brûlures. Dans les brûlures, vous avez les brûlures thermiques et les brûlures chimiques. Si vous avez des questions ouvertes concernant des cours comme ça de synthèse, il faut que vous dominiez d'abord le plan. Si vous avez le plan en tête, déjà, si vous mettez votre structure plan, après, le détail, doucement, vous remplissez. Mais gardez au moins l'osature, un cas général. Comme ça, s'il y a une question ouverte, parce que des cours comme ça, c'est pour les questions ouvertes du DMS, hein, parce qu'après, on les oublie, hein, il faut appeler les choses par leur nom. Si vous avez ouverte comme ça au DMS, pour ne pas avoir le zéro qui risque de vous léser, apprenez pour les questions difficiles le plan, les grosses parties, et après, vous mettez le détail. Voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne. Donc, après brûlure chimique, donc il y a brûlure thermique et brûlure chimique. Les brûlures thermiques, c'est simple, on a dit c'est soit la flamme, soit la projection de métaux en fusion. En ce qui concerne les brûlures chimiques,
vous allez avoir, on a dit que c'est dû à un contact immédiat avec un toxique. Principalement, ces toxiques, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les acides, vous avez les bases, donc les produits alcalins, et vous avez l'anhydride sulfureux, qui est, je pense, dans votre programme. Vous avez les solvants halogénés, les dérivés halogénés, c'est dans le programme, donc on le dit quand on fait le cours, les halogénés. Pour les acides, vous avez la brûlure à peu tendance à s'étendre en profondeur. Pourquoi? Parce que l'acide va induire une nécrose immédiate et cette nécrose va faire une barrière à la diffusion du produit. Donc, les acides, ils ne vont pas en profondeur. Les acides faibles vont donner des kératites micro-ponctuées superficielles. Les acides forts, l'HCl ou l'acide sulfurique, vont donner des brûlures plus graves. Par contre, les bases entraînent des lésions graves car elles sont très corrosives pour deux choses. Très corrosives et pénétration durable. Ici, les acides sont bloqués par la nécrose. Par contre, les alcalins, ils sont très corrosifs et leur pénétration est durable. Leur diffusion dans les tissus va entraîner une ischémie conjonctivale. Elle peut donner un œdème de la cornée et elle peut donner des séquelles à type de sécheresse oculaire définitive, toujours par, comment on appelle ça, par atteinte des canaux lacrymaux, ou encore peut donner une cataracte, donc cicatrice fibreuse du cristallin ou des seins bléphares. Pour l'anhydride sulfureux, il va donner des lésions immédiates pouvant léser l'épithélium cornéen ou le stroma endothélial, donc antérieur. Les solvants halogénés, par exemple le chlorure de méthylène ou le chloroforme, va donner des atteintes inflammatoires graves de la cornée. Tous les dérivés halogénés peuvent donner par irritation donc ça ne peut ne pas aller jusqu'à la brûlure chimique, mais ils peuvent donner des lésions irritatives. Même les gaz irritants sont responsables donc de lésions irritantes. Brûlure chimique, donc la conduite à tenir. La prise en charge immédiate, c'est quoi? C'est un traitement précoce et bien produit pour améliorer le pronostic. La première chose à faire, c'est de prendre en charge rapidement le patient et de laver immédiatement. C'est pour ça que vous trouvez normalement dans tous les ateliers de chaudronnerie, de métallurgie, il y a toujours des antennes pour pouvoir nettoyer. Donc, sur les lieux de l'accident, avoir quelque chose dans l'œil, c'est très gênant. Donc, il faut essayer de calmer, de rassurer et de faire un lavage immédiat et abondant et prolongé de l'œil. Immédiat, abondant et prolongé sans être violent. Parce que si on est violent, on peut encore léser l'œil. En non violent, on le fait avec de l'eau tiède et après anesthésie locale pour que ça soit moins sensible, mais il ne faut pas utiliser de pommade. Ça, c'est important quand vous êtes si vous prenez en charge un service de métallurgie, chaudronnerie ou de soudage, il faut toujours avoir une fontaine, il faut avoir de l'anesthésie oculaire locale, donc, et toujours avoir à disposition une fontaine. En milieu hospitalier, ça c'est beaucoup plus le rôle du médecin ophtalmo, il faut continuer le lavage et il faut neutraliser si l'agent causal est connu. Bon, là, vous avez quelques exemples de détoxifiants. Par exemple, pour l'arsenic, c'est le bal. Bien sûr, en milieu hospitalier, donc au plus du fait qu'on a lavé, neutralisé l'agent causal si on le connaît, il faut faire un bilan ophtalmologique complet. Pourquoi un bilan ophtalmologique complet? Pour premièrement ne pas
méconnaître un corps étranger, premièrement, et deuxièmement, pour voir s'il n'y a pas de lésion du segment postérieur de l'œil qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, il faut faire un bilan ophtalmologique complet. On peut faire une ponction de la chambre antérieure pour évacuer s'il y a du liquide. On peut faire aussi un lavage de l'espace sous-conjonctival, mais généralement ça, on doit le faire soulager parce que l'œil est sensible. Donc, en fonction de ce qu'on a. On peut aussi faire une injection de sang du patient sous la conjonctive lorsqu'elle est ischémiée. Ce traitement peut se faire pour essayer de renourrir cette conjonctive. Bien sûr, on peut donner des collyres collagéniques et ceci, donc des anticollagéniques et ceci pour réduire la nécrose. Envisager une greffe de muqueuse. Vous savez, je vous avais dit au départ, hein, c'est pas mon cours, mais je crois que là c'est une erreur. Hein, on ne fait pas une muqueuse buccale sur un œil. Donc, il faut lire envisager une greffe de muqueuse oculaire, kératoplastie. Et si on a des, comment on appelle ça? Si on a les brides, c'est-à-dire les symbléfarons, il faudra essayer de les libérer. Donc, libération de brides conjonctivales. Bien sûr, la prévention des brûlures chimiques. La prévention des brûlures chimiques, c'est doit faire la prévention des brûlures la prévention de brûlures chimiques doit se faire par le port doit se faire par le port de moyens de prévention individuels. Les moyens de prévention individuels, c'est soit les lunettes, soit les écrans faciaux. Les gens, si vous avez vu, surtout les gens de Louis-Bas, si vous avez des trucs, la CNVI, la soudure, ils ont des écrans faciaux et on peut mettre des cagoules, bien sûr, en fonction du travail et en fonction de ce qui peut être utilisé. Voilà pour le chapitre brûlure oculaire. Donc, on a vu pour le traumatisme, il y a les contusions, il y a les plaies sans corps étranger et les plaies avec corps étranger. Ensuite, il y a les brûlures. Et dans les brûlures, il y a brûlures oculaires, il y a les brûlures thermiques et les brûlures chimiques. En plus des brûlures, on a dit qu'il pouvait y avoir une atteinte due aux radiations. Donc, le quatrième volet des traumatismes, c'est la radiation et l'atteinte électrique. Les radiations, ça, c'est pas la peine. L'exposition prolongée au soleil, quand on est exposé d'une façon prolongée au soleil, ceci va entraîner des lésions érythémateuses des paupières. Pardon. On va avoir des lésions érythémateuses. Pourquoi c'est devenu aussi… Pardon, je ne sais pas pourquoi c'est devenu aussi grand. Ah, j'ai changé de diapo. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, l'exposition prolongée au soleil va entraîner des lésions érythémateuses des paupières. C'est comme le bronzage, donc le coup de soleil pour les paupières. Une kératose sénile du visage. Bon, là, ce n'est pas oculaire, mais ce n'est pas grave. Dégénère en épithélioma spinocellulaire. Va donner des ptérygions, épaississement de la conjonctive oculaire. Et on peut avoir des cataractes par surcharge cristallienne en pigments fluorescents jaunâtres. Donc, lésions érythémateuses, kératose sénile. Bon, kératose sénile, c'est du visage, hein, donc plutôt lésions érythémateuses, ptérygions et cataractes par surcharge. L'exposition maintenant intense et prolongée aux UV, B, qui sont absorbés par la cornée, il venait soit une kératoconjonctivite actinique ou encore
un phototraumatisme rétinien. Donc, deux choses, kératoconjonctivite actinique ou le traumatisme rétinien. La kératoconjonctivite actinique, c'est le coup d'arc des soudeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le coup d'arc des soudeurs. Il est souvent bilatéral. Il se fait après un temps de latence de 6 à 8 heures et il va se manifester par une amblyopie passagère. Douleur, photophobie, larmoiement. Ça, c'est l'un des signes le plus important. C'est la sensation de grains de sable dans l'œil et blépharospasme. Bon, photophobie, ça se répète. Les lésions des paupières à type d'épidermite actinique, donc plus de l'œdème et une pigmentation. Rougeur et œdème au niveau des conjonctives et kératite ponctuée superficielle au niveau de la cornée. Donc là, c'est la caractéristique, c'est une kératite ponctuée superficielle. Heureusement, pour cette kératoconjonctivite actinique, qu'il y ait une régression spontanée sans séquelles en 12 à 24 heures. Bien sûr, régression au début, spontanée, sans séquelles. La répétition après peut ne plus être régressive. Les phototraumatismes rétiniens, donc on va avoir une douleur oculaire et une photophobie et une diminution de l'acuité visuelle. Et l'examen retrouve un scrotum central, c'est-à-dire qu'on ne voit rien au centre, plus un œdème maculaire. Cette affection se voit chez les astronomes, éclipses solaires et les gens de mer. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils restent dehors la nuit. Prévention, c'est le respect des TLV, des VLE et le port de masques protecteurs ou de lunettes traitées anti-reflets adaptées qui absorbent la totalité des IV. Donc, toujours en matière de protection oculaire, il faut toujours mettre des lunettes adaptées. Il faut utiliser des lunettes adaptées. Donc, si vous ne mettez pas lunettes traitées anti-reflets, donc vous mettez lunettes adaptées au risque, ça peut être suffisant. Donc, voilà pour les radiations ultraviolettes, ce qu'on peut avoir. La lumière blanche, qu'est-ce qu'elle peut donner? Donc, la lumière blanche, c'est l'arc électrique. L'arc électrique, c'est pour la soudure. C'est aussi l'étincelle de rupture de courant à haute tension. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Donc, cette lumière blanche qui se voit dans ces deux positions, ça peut entraîner une blépharite, une kératoconjonctivite par phototraumatisme maculaire, diminution de l'acuité visuelle et scrotum central plus œdème maculaire au fond d'œil. Tout ça, c'est le phototraumatisme maculaire. Donc, ça donne l'acuité visuelle qui descend, un scrotum central et un œdème maculaire au fond d'œil. Ces lésions pouvant être irréversibles avec cicatrices de brûlure de la macula et malheureusement perte incomplète de vision centrale. Ça, c'est la lumière blanche. Les infrarouges maintenant. Les infrarouges provoquent des lésions oculaires par effet thermique chez des travailleurs du feu. Exemple, les forgerons, les verriers, donc ceux qui font le verre, les soudeurs et les utilisateurs de sources thermiques industrielles spécialisées, par exemple dans les hauts-fourneaux des usines de métallurgie. Elles entraînent de banales blépharoconjonctivites, mais malheureusement, elles accélèrent l'opacification du cristallin, c'est-à-dire qu'elles donnent, donc opacification du cristallin, ça veut dire donne les cataractes. Et là, on parle de la classique cataracte des verriers. Alors, exceptionnellement, un phototraumatisme
rétinien peut donner de faux trous maculaires et une perte plus ou moins complète de la vision centrale. Bien sûr, la prévention pour les radiations infrarouges, c'est toujours le respect des VLE et le port, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez 2 pays adaptés quand vous n'avez pas le type de pays qu'il faut, donc vous mettez le port de pays adapté. Donc, lumière blanche, radiation infrarouge, radiation laser, parce que là, des fois, ils peuvent poser comme question, citer les différentes étiologies des atteintes oculaires dues aux radiations. Donc voilà, vous avez la lumière blanche, radiation infrarouge, et vous avez les radiations laser. Pour les radiations laser, l'atteinte oculaire est fonction des caractéristiques du rayonnement. Le laser à UV va donner des lésions cornéennes à type de kératite ponctuée superficielle, comme on a dit tout à l'heure quand on a parlé de l'atteinte aux UV, ça donnait des atteintes ponctuées superficielles, et des lésions cristalliennes à type de cataracte, donc kératite ponctuée superficielle et cataracte. Par contre, le laser à infrarouge va donner des nécroses tissulaires thermiques et des cataractes. Il peut aussi entraîner des lésions rétiniennes, touchant souvent la macula, ce qui donne une vision effondrée ou fortement parasitée par des métamorphoses, c'est-à-dire on va avoir une vision déformée. Le fond d'œil va être caractéristique quant à l'atteinte au laser à infrarouge. C'est des brûlures blanchâtres maculaires ou paramaculaires qui donnent une cicatrice pigmentée, donc soit une cicatrice pigmentée, soit un trou maculaire. Voilà pour les radiations. Maintenant, on passe à l'électricité. Ah, il y a encore les radiations. Je pensais que c'était l'électricité. Lumière, donc, on a vu les UV, on a vu la lumière blanche, les infrarouges, les radiations laser. Maintenant, les rayonnements ionisants. Donc, vous savez que les rayons X donnent des bléphaриtes et des conjonctivites qui sont réparés. Donc, les rayonnements ionisants. Donc là, que ce soit les X, les bêta, les gamma ou les neutrons, ils sont responsables déjà d'une radiodermite des paupières avec chute des cils, donc radiodermite des paupières. En plus, vous avez une blépharite, les kératoconjonctivites sèches et les cataractes. Elle survient généralement chez les radiologistes, chez les radiologues, ceux qui fabriquent des tubes radiogènes et les travailleurs de l'industrie horlogène, c'est les horloges. Et ce, après un temps de latence de 2 à 3 ans pour une exposition de 5 à 600 rad. Alors, généralement, l'atteinte ophtalmologique due aux radiations ionisantes évolue en 4 stades. Vous avez des petites vésicules sous-capsulaires. Ensuite, vous avez des vacuoles et des stries, des plaques centrales blanchâtres bordées de petites opacités poudreuses, cristallins moins transparents parsemés d'opacités floconneuses, d'aspect extérieur déchiqueté. Donc, cet aspect-là est caractéristique des radiations ionisantes et des fois, ils aiment bien cette question. L'évolution, donc, ce sont des lésions irréversibles. Toute atteinte aux radiations ionisantes est irréversible et la prévention repose bien sûr sur les moyens de radioprotection et le respect des limites réglementaires. Bien sûr, des limites réglementaires d'exposition à l'organe. Ce n'est pas les limites réglementaires d'exposition au corps entier. Donc, la dose seuil est de 0,8 degrés pour les neutrons et de 10 degrés
pour les rayons X. Sur la loi de la réglementation, sur la réglementation concernant les rayonnements ionisants, vous avez exposition du corps entier et les limites d'exposition de certains organes. Électricité maintenant, les brûlures électriques. Donc, les brûlures électriques sont responsables de kératoconjonctivite actinique, comme pour le coup d'arc, c'est une brûlure électrique, de phototraumatisme et de cataracte par électrocution. La cataracte, elle est tardive et elle survient après un intervalle libre de 4 à 6 mois. Elle est unilatérale dans le 2/3 des cas, bien sûr, si l'électrocution a été unilatérale. Et elle s'accompagne de brûlures palpébrables ou brûlures de la face, bien sûr, en fonction du passage du courant. Prévention des traumatismes oculaires, donc là je ne vais pas m'attarder, on l'a déjà dit, donc la prévention de tous les traumatismes oculaires et de toutes les lésions oculaires, c'est le port de moyens de protection adaptés. Donc les lunettes doivent être solides, légères, faciles à porter, compatibles avec le champ visuel, de bonne qualité optique. Il ne faut pas qu'elles soient irritatives, il faut qu'elles soient facilement nettoyables et il faut qu'on puisse les porter avec des lunettes de correction. Donc, voilà les caractéristiques. Après, il existe plusieurs types de lunettes. Ça dépend de ce qu'on cherche et quel est le travail. Et bien sûr, en plus des lunettes, vous avez les écrans de masques et masques de protection, les écrans fixes ou encore les écrans mobiles. Et on a dit aussi tout à l'heure les cagoules. Les cagoules aussi sont des moyens de protection des affections oculaires. Donc voilà, on a entamé la deuxième grande partie, donc les grands effets fonctionnels professionnels. La deuxième grande partie, c'était les traumatismes oculaires. Et on va passer maintenant aux affections professionnelles des tissus, des téguments externes. Donc, on va passer aux affections professionnelles des téguments externes. Des téguments des tuniques externes de l'œil, donc ce qui est à l'extérieur. Elles sont dues au contact direct par voie externe avec des agresseurs qui, à la longue, deviennent graves. Et ça peut être soit une action mécanico-toxique ou encore une action allergique. Donc, vous avez un corps, il y a un contact, ça peut être soit toxique, soit mécanique toxique, soit allergique. Donc, dans le mécanique toxique, vous avez la blépharite, la conjonctivite et la kératite. La blépharite, c'est une blépharite chronique avec inflammation du bord libre des paupières et croûte sur les cils. La conjonctivite, c'est une conjonctivite banale, c'est-à-dire la conjonctivite, c'est des douleurs ou des brûlures oculaires avec sensation de corps étranger et sécrétion. La kératite, c'est une sensation de sable dans les yeux, un flou visuel, une photophobie. Elles sont soit épithéliales à l'origine d'une kératite microponctuée superficielle pouvant s'ulcérer, soit parenchymateuse, secondaire à une nécrose tissulaire d'origine toxique et associée à une inflammation du segment intérieur. Rappelez-vous, donc l'action mécanico-toxique, blépharite, conjonctivite, kératite. L'action maintenant allergique, l'action allergique peut intéresser soit les paupières, soit la conjonctive, soit la cornée, comme ici, paupières, conjonctif, cornée. Donc la paupière, ça va donner œdème prurigineux indolore d'apparition brutale et régression rapide.
ou dermatose allergique. Pour les conjonctivites, on va avoir une conjonctivite folliculaire allergique. Elle se distingue par sa chronicité, son prurite et l'aspect de folliculose sous forme de nodules clairs centrales, bordés en périphérie par des vaisseaux ressemblant à une dilatation de l'orifice du canal lacrymal. Là aussi, c'est un aspect évocateur de conjonctivite allergique. La kératite, pour la cornée, elle va donner, pareil, une kératite, comme ici, micro-ponctuée, une kératite parenchymateuse de type nodulaire, une sclérokératite ou une kératoconjonctivite flecténulaire. C'est-à-dire que pour la kératite, on va avoir différents aspects, il n'y a pas un seul aspect. Donc, les tuniques externes, c'est mécanique ou toxique et c'est allergique. Et c'est dans les deux cas, blépharite, conjonctivite, kératite. Atteinte des paupières, c'est une blépharite, conjonctivite et kératite. Après, il y a un aspect évocateur à retenir et les autres aspects ne sont pas spécifiques ou pathognomiques. Les étiologies toxiques, minérales ou chimiques de cette atteinte, donc on est toujours dans l'atteinte des tuniques externes. Donc là, je vous ai dit, c'est vos cours. Donc les poussières minérales, silice, amiante et charbon donnent des blépharoconjonctivites. Le ciment donne une blépharoconjonctivite. L'arsenic donne une kératoconjonctivite. Le soufre donne une ophtalmie des souffreurs de vigne. L'argyrose, couleur gris ardoisé des conjonctivites chez les polisseurs sur argent, argyrose, argent et les graveurs. Donc ça, c'est les poussières chimiques. On a vu les poussières minérales, généralement blépharo, ensuite les chimiques. Maintenant, les vapeurs chimiques. La vapeur d'ammoniac, le chlore, le formol dans des conjonctivites. Le chrome, là aussi, c'est un truc qu'ils aiment bien mettre dans les cas cliniques pour la distinction. C'est la coloration brunâtre en bandelette au niveau cornéen. Le procédé viscose, il donne des conjonctivites qui sont dues aux poussières, kératite des fileurs de viscose, blépharoconjonctivite et kératoconjonctivite. Les composés hydrocarbonés, les sous-produits de la houille, donc avec le goudron, il donne une conjonctivite chronique, coloration brunâtre de la cornée. Les bris de houille donnent une ophtalmie durée, blépharoconjonctivite, associée à une kératite ponctuée superficielle. Toujours, donc, on revient à la kératite ponctuée superficielle. Les quinones et les hydroquinones donnent une coloration brunâtre des conjonctives et de la cornée et peuvent donner un effet toxique nécrosant. Les solvants, ils donnent la kératite ponctuée des peintres, ils donnent les kératites des ouvriers laqueurs, petits, points brillants blancs de la couche superficielle de la cornée. Bon courage pour les détails. Voilà pour les étiologies toxiques. Et je vous ai dit, ça, c'est des trucs que quand vous faites votre cours, vous insistez sur ça, vous le repositionnez dans votre cours et comme ça, en synthèse, il vous permet de faire les diagnostics différentiels des cas cliniques. Donc, on a fait les poussières chimiques, les composés hydrocarbonés. Maintenant, pour les étiologies végétales, vous avez les poussières de bois qui donnent des conjonctivites, des pléboconjonctivites. Le tanin qui est utilisé dans la fabrication de cuir, conjonctivite. Poussière de quinine, un eczéma aigu palpébral. Le tabac, conjonctivite.
les tulipes, kératoconjonctivite, eczéma palpébral et les champignonistes, ceux qui cultivent les champignons, des lésions des paupières. La sève peut être caustique et responsable de violentes réactions inflammatoires du segment antérieur. Après, vous avez les étiologies animales. Donc, dans les étiologies animales, vous avez les liquides, sang, bile, toxurie, les poussières, les toxines des araignées, donc qui peuvent donner des kératites. Les étiologies maintenant allergiques, vous avez microbienne, végétale, animale ou chimique. Microbienne, c'est par exemple strepto, staph, c'est les antibiotiques. Végétal, le pollen. Animal, c'est les plumes, les poils, les squames, et tout ce qui est protéines animales, donc tout ce qui est produit animal. Les chimiques pour les étiologies allergiques, vous avez le formol, les isocyanates organiques dans les recours, enzymes protéolytiques et les antibiotiques. Voilà en ce qui concerne le grand et lourd chapitre de affection professionnelle des téguments externes de l'œil. Donc là, vous avez beaucoup de produits et vous avez vu, ça peut être soit toxique, mécanique, soit allergique. Et après, vous avez plein de produits des deux côtés qui peuvent être responsables. Le dernier chapitre, enfin, de ces affections ophtalmologiques, c'est les affections au cours des intoxications professionnelles. Donc, les affections au cours des intoxications professionnelles sont généralement responsables d'une névrite optique axiale chronique, donc névrite du nerf optique. Cette névrite du nerf optique évolue essentiellement en 3 stades. D'abord un trouble fonctionnel, ensuite une certaine atteinte mais avec un fond d'œil normal, ensuite une atteinte du fond d'œil. Donc, la névrite optique évolue en 3 stades. Le stade 1, c'est une dyschromatopsie acquise du rouge ou vert. On ne distingue pas donc entre le rouge et le vert. Le stade 2, il va y avoir une diminution bilatérale progressive de l'acuité visuelle avec un scotum central, donc le champ visuel, puis atteinte du champ visuel périphérique. Donc, premièrement, une diminution de l'acuité visuelle bilatérale et progressive. Ensuite, le deuxième point, c'est l'atteinte du champ visuel. Le champ visuel, d'abord central qui est atteint, ensuite périphérique, mais il n'y a pas d'altération du fond d'œil. Donc, le bilan ophtalmologique, donc quand on fait le fond d'œil, il est normal. L'évolution à ce stade peut être soit réversible, soit stationnaire, soit évoluer vers le stade 3. Le stade 3, par contre, vision basse irrécupérable, puisque là on a dit réversible. Le champ visuel est complètement rétréci, donc atteinte centrale et périphérique, avec une atrophie optique au secteur temporel de la papille au fond d'œil. Donc d'abord, uniquement fonctionnel, dyschromatopsie. Le stade 2, c'est une diminution de l'acuité visuelle avec une diminution du champ visuel. Ce qui est d'abord atteint, c'est un scotum central, ensuite atteinte périphérique, mais il n'y a pas d'altération du fond d'œil. L'évolution, 3 choses, réversible, stationnaire ou évolue vers le stade 3. Le stade 3 n'est plus réversible, donc on va avoir une baisse irrécupérable. On va avoir un champ rétréci, ça veut dire atteinte centrale et périphérique, et on va avoir une atteinte au fond d'œil à type d'atrophie optique au secteur
temporelle. Vous voyez, là, ce n'est pas trop. Donc, ça, c'est quelque chose à connaître parce que toutes les intoxications professionnelles et toxiques évoluent avec ces trois stades. Les intoxications, donc, à l'origine d'atteinte oculaire, vous avez le saturnisme. Il va donner des troubles oculomoteurs, paralysie des 3e et 4e et 6e paires crâniennes, une modification musculaire intrinsèque. Donc, on va avoir une perte du réflexe photomoteur. On peut avoir en plus des troubles des muscles oculomoteurs, des accidents d'amorose, c'est-à-dire amorose sans lésion ophtalmoscopique, il n'y a rien. On peut avoir des névrites rétrobulbaires, perte de la vision centrale et de la vision centrale et de la vision des couleurs, mais avec une conservation du champ visuel périphérique et un fond d'œil normal. Ou on peut donc regarder, hein, c'est nos trois stades, hein, et on peut avoir une névrite rétrobulbaire définitive au fond d'œil, une atrophie en secteur du côté temporal. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça commence par amorose sans lésion ophtalmoscopique. Ensuite, névrite rétrobulbaire, mais avec un fond d'œil, perte de la vision et conservation du champ visuel périphérique, donc scotum central, mais un fond d'œil normal. Une névrite rétrobulbaire définitive, donc fond d'œil, ça va donner une atrophie au secteur du côté temporal. L'atteinte totale du nerf optique à la fin, c'est donc la névrite diffuse. Et à ce stade-là, le sujet devient aveugle par différentes lésions, l'hémorragie, l'œdème périphérique, l'œdème palpébral périphérique dû au saturnisme et aussi par la néphrite hypertensive. Donc, c'est un faisceau de phénomènes qui va donner ça. Ça, c'est pour le saturnisme. Pour les organophosphorés, on va avoir la neuropathie chronique optique, c'est ce qu'on appelle la maladie de Sacco. Cette maladie, anomalie de réfraction, donc c'est un astigmatisme vertical. Donc on ne voit pas bien, mais dans le sens vertical. C'est une anomalie neurologique avec une myopathie systémique et une atteinte optique. Donc, 1, saturnisme, 2, les organophosphorés, 3, le sulfocarbonisme. Le sulfocarbonisme est responsable d'une névrite rétrobulbaire avec une diminution du réflexe pupillaire et cornéen, paralysie de l'accommodation et diplopie, un nystagmus. Le spasme artériel dû au sulfocarbonisme va être responsable d'une hyperpression artérielle oculaire. Donc, augmentation de la pression oculaire, glaucome. Il y a d'autres organophosphorés, il y a d'autres, voilà, il y a d'autres toxiques, donc il y a plein de toxiques. Donc, vous avez le benzène, il donne des hémorragies rétiniennes, des hémorragies conjonctivales, exsudat et névrite optique. Vous avez l'oxycarbonisme, donc le CO. Il va donner des lésions transitoires sans perte de conscience, diminution de la sensibilité à la lumière et diminution de la convergence avec diplopie. Donc, ça, ce sont des signes sans lésion, sans perte de la conscience. Donc, ça commence par une diminution de la sensibilité à la lumière et une diminution de la convergence avec diplopie. Ça, c'est la suivante. Bromure de méthyle, c'est l'un des cours de première année. Bromure de méthyle est halogénée des hydrocarbures. Vous avez l'amorose, la diplopie et l'amblyopie. Pareil, le chlorure de méthyle, l'amblyopie. Les ciments, ils sont irritants, ils donnent blépharite et conjonctivite. Bon, moi, là j'ai sauté la partie coma. On est dans les atteintes oculaires, donc le coma du CO ne nous intéresse pas.
Pour les dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques, l'intoxication aiguë va donner des conjonctivites aiguës, là c'est facile. L'intoxication chronique va donner des conjonctivites chroniques. Les sous-produits de la houille et du pétrole vont donner une conjonctivite. L'arsenic va donner, les dérivés inorganiques de l'arsenic donnent une pigmentation des paupières, conjonctive et de la cornée et donnent une conjonctivite. Les dérivés organiques donnent une névrite optique et l'atrophie optique. Donc les sous-produits, l'arsenic, le méthanol peut donner à dose massive une cécité. Dans les formes chroniques, il donne des conjonctivites, des névrites optiques axiales avec amélioration transitoire puis cécité. Le thallium. Le thallium, il est dans votre programme? Je ne pense pas. Personne ne répond. Je ne sais pas, moi, s'il est dans le programme. De toute façon, le thallium, il donne des… Vous savez, là, c'est trop détaillé et je vous ai dit, je réinsiste, ça, c'est bon à l'avoir, mais essayez de le travailler avec les cours régulièrement. C'est-à-dire, à chaque fois, vous faites le… Parce que comme ça, en vrac, vous allez tout mélanger. Le thallium, c'est la congestion des conjonctives, névrite optique axiale, atteinte des nerfs oculomoteurs et cataracte. Et je vous ai dit, gardez que les gros chapitres, quels sont les différents types, parce que je pense que si on pose une question, ça va être sur quelles sont les affections ophtalmologiques et ce n'est pas pour donner tout ça. Donc, on a vu les toxiques. En plus des toxiques, vous avez certaines infections, c'est-à-dire pathologies infectieuses, qui peuvent donner des lésions oculaires. La brucellose, elle peut donner des conjonctivites banales, elle peut donner une kératite annulaire, petit infiltrat blanchâtre sous-épithéliaux circonscrivant le limbe. Elle peut donner d'autres types de kératite marginale, hypopion, œdème de la cornée, donc kératite, des sclérites nodulaires à la kératite, des sclérites nodulaires associées à la kératite et des lésions rétiniennes. Donc kératite, des sclérites et des lésions rétiniennes. La leptospirose peut donner une uvéite, peut donner paralysie oculomotrice et une névrite optique précoce ou tardive. Donc, 3 choses aussi. Uvéite, paralysie oculomotrice et névrite optique. Le tétanos, ancéphalique plus ou moins paralysie de la face, trisme, bon, ça c'est l'infection tétanique. Pour le tétanos ophtalmologique, il donne un tétanos bulbo-paralytique de Worms. Donc, brucellose, leptospirose, tétanos, charbon, tularemie. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 infections qui peuvent donner des atteintes conjonctivales. Brucellose, oculaire. Tétanos, charbon. Le charbon va donner pustule et œdème malin, bon, de la paupière. La tularemie va donner des conjonctivites folliculaires, hyperplasie avec petits nodules ou ulcération jaunâtre qui régresse sous antibiotiques sans séquelles. Ensuite, vous avez un truc historique, comme ça va faire le Covid, après ça va être un truc historique. Donc les corales de conjonctivite virale épidémique, donc entre 69 et 70, il y avait des conjonctivites Apollo à répartition mondiale, qui après donc incubation de 8 jours, on a eu des conjonctivites aiguës avec brûlure oculaire, larmoiement, rougeur, gonflement des paupières et des sécrétions conjonctivales au réveil, c'est-à-dire toute la panoplie de la conjonctivite, hein. Brûlure, larmoiement, rougeur, gonflement et sécrétion au réveil, pouvant s'accompagner de rhinopharyngite. L'atteinte est unilatérale mais peut se bilatéraliser.
l'évolution vers une conjonctivite œdémateuse hémorragique, un chémosis, une conjonctivite folliculaire. L'évolution est en général bénigne en 10 à 15 jours. Le responsable, donc, c'est l'adénovirus type 3 et 4 et l'entérovirus type 70 et le paramyxovirus. Donc, ça, c'est un truc historique. Ensuite, vous avez les conjonctivites bactériennes qui sont dues donc au Pseudomonas aeruginosa et au méningocoque. Ça, c'est important parce que la conjonctivite bactérienne du méningocoque est réparée chez le personnel de santé. Voilà. Donc, je vous dis, gardez les infections, quelles sont les étiologies qui peuvent donner. Il y a trop de détails, je sais que vous ne pouvez pas les retenir tous, ces détails, mais à chaque fois que vous avez un cours, revenez et remettez en place la pathologie oculaire pour la retenir. Et généralement, ces petits détails de cette description de l'atteinte oculaire vous permet de faire les diagnostics différentiels pour les cas cliniques quand c'est pathognomonique. Gardez surtout lorsque c'est caractère particulier ou caractère évocateur. Voilà. On les a fait toutes jusque-là. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez été saoulé, donc il n'y a pas de risque de question. C'est bon, je continue? On a bientôt fini. Oui. Hein? On a bientôt fini. Donc, comme je vous ai dit, hein, essayez de travailler le cours comme ça. Donc, la prévention des infections oculaires et aptitudes médicales. Donc, l'intérêt pour nous, c'est toujours de faire de la prévention. C'est premièrement de ne pas exposer des gens qui ont déjà des pathologies pour qu'ils ne s'aggravent pas et ne pas mettre des gens qui sont inaptes à certains postes. Donc, en matière d'acuité visuelle, donc vous le savez, que tout le monde, avant la BP, on fait la biométrie pour chaque maladie. Donc, l'acuité visuelle, c'est l'évaluation périodique de l'acuité visuelle par les tests ophtalmologiques classiques, à savoir l'acuité visuelle de loin, l'échelle métrique, et de près le test de Pareto. La vision des couleurs, c'est le test Ishihara. La vision des couleurs, c'est le test d'Ishihara. Sinon, si ce n'est pas par les moyens classiques, c'est l'acuité visuelle par les appareillages de dépistage, c'est les visiotests qui sont maintenant sophistiqués, qui ne sont plus que visiotests, mais qui sont et ergo-visiotests. Et bien sûr, compléter en cas d'anomalie par des examens ophtalmologiques spécialisés. Donc, on fait d'abord un dépistage et après un examen spécialisé. L'hypermétropie, c'est-à-dire quelqu'un qui est hypermétrope, va mal tolérer le travail de près. Quelqu'un de myope, par contre, il va y avoir une différence selon le degré de sa myopie. Une myopie faible avec une rétine normale, il est apte à réaliser un travail fin exécuté de près. Une myopie moyenne avec une rétine normale est toujours apte à réaliser un travail fin exécuté de près. Par contre, une forte myopie avec une rétine lésée, elle sera aggravée ou compliquée par les efforts de fixation. Donc, généralement, on contre-indique les travaux de précision et le travail exposant aux secousses traumatiques. Bien sûr, quand on contre-indique, c'est pas des contre-indications absolues puisqu'il n'y a aucune réglementation, mais c'est-à-dire on conseille et on essaye d'améliorer ou de jouer sur les horaires de travail, ne pas faire travailler quelqu'un trop longtemps, surtout si c'est des gens diplômés
on ne peut pas l'extraire de son poste comme ça, contre-indication, juste pour une myopie. Bien que pour la myopie forte et rétine lésée, il faut faire attention. Pour les porteurs de lunettes, interdire les postes de sécurité. Et quand c'est des gens qui font de la conduite, il faut qu'il y ait des verres de rechange parce qu'on ne sait jamais si les verres cassent. Donc, il faut leur conseiller d'avoir des verres de rechange. Pour ceux qui portent des verres de contact, on leur contre-indique les milieux humides et les milieux empoussiérés. Et ce n'est pas vraiment, je redis la même chose, ce n'est pas vraiment une contre-indication absolue, c'est un conseil dans la mesure du possible. Voilà pour l'acuité visuelle. Maintenant, pour les atteintes du champ visuel, le monophthale, ce n'est pas vraiment un grand handicap dans la mesure où on peut bouger l'œil pour compenser, on peut bouger la tête pour compenser la perte d'un œil et donc on s'adapte. C'est le monophthale, la contre-indication, c'est quand c'est par exemple à l'obtention du permis de conduire, mais par contre quelqu'un qui l'a déjà, on pense chez lui à l'adaptation, donc ce n'est pas vraiment une contre-indication. Le strabisme, le problème, c'est qu'on peut avoir un scotum et donc il faut s'assurer de la fonctionnalité de l'autre œil. Pour les troubles de la vision binoculaire, il est indispensable pour le secteur de transport d'avoir une bonne vision binoculaire. Si en plus il y a un strabisme concomitant, on contre-indique les travaux aéronautiques et les postes de sécurité. Bon, je vous ai dit, l'aéronautique, ce n'est pas les médecins du travail, mais les postes de sécurité, oui. Et ce qu'il y a, c'est que, c'est que pour l'acuité visuelle, pour quelqu'un qui est binoculaire, on ne juge pas avec l'acuité visuelle monoculaire, on travaille avec son acuité visuelle binoculaire pour la vision de près. Donc, une bonne vision binoculaire pour la tâche de près est suffisante, même si les visions monoculaires sont basses. Il faut juste adresser un ophtalmo pour corriger si c'est corrigeable. Voilà, la vision nocturne, risque d'éblouissement, pose de problème pour la conduite. Dans la vision nocturne, voilà, il y a un risque d'éblouissement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. S'il y a des phares qu'on allume, ça peut donner un éblouissement. Donc, généralement, chez les chauffeurs, on fait le test de l'éblouissement. S'il n'y a pas une récupération dans les délais accordés, à savoir entre 50 et 60 secondes, on contre-indique le travail de nuit parce que c'est dangereux. Et je vous ai dit qu'actuellement, avec les visiotests, vous avez le test sur le visiotest, le test de l'éblouissement, et l'interprétation est faite en fonction de l'âge du sujet, puisque avec l'âge, le temps de récupération augmente. Vision nocturne. La vision des couleurs, donc quand il y a une pathologie de la vision des couleurs, où il faut tester la vision des couleurs, quand on a un poste de sécurité, dans le textile, dans l'alimentaire. Bon, dans le textile et dans l'alimentaire, c'est beaucoup plus pas très obligatoire dans la mesure où ce n'est pas très, très important. Là où c'est important pour la vision des couleurs, donc déjà pour le conducteur, les feux sont tricolores, bien qu'on peut apprendre qu'en haut, c'est le vert, au milieu, c'est le orange et en bas, c'est le rouge. Il y a les électriciens pour le problème des couleurs parce que les fils électriques utilisent des couleurs, chaque couleur. Donc, les électriciens, pour la vision des couleurs, c'est important. Textile, alimentation, oui, possible. On peut même rajouter plusieurs autres secteurs. Mais les plus importants, c'est les postes de sécurité et les postes d'électriciens.
On ne parle pas de prévention sans réparation. Donc, voilà. On a vu beaucoup de pathologies. Et donc, on a vu beaucoup de corps et beaucoup de pathologies. Il faut savoir qu'en Algérie, vous avez 16 tableaux qui réparent les pathologies ophtalmiques. Vous avez le 8, le 16, le 26, le 27, le 32, le 33, le 38, le 59, avec des délais de prise en charge différents et avec des lésions différentes, allant donc de la blépharite, la conjonctivite, la morose, brûlure chimique, l'amblyopie, la diplopie. Alors là, tous ceux qui sont réparés, cela, vous apprenez et le tableau et ce qui est réparé. Ça vous fait déjà une bonne partie de parties réparées et ça vous donne comment répondre toujours pour le cas clinique. Toujours là, tous ces cours, c'est pour préparer votre DMS. Donc, ce qu'il faut apprendre ici, à chaque fois que vous avez réparation, essayez d'apprendre au moins toutes les pathologies qui sont, toutes les affections oculaires qui sont réparées et avec leur corps correspondant, surtout si ces cours sont dans le programme, dans votre programme de cours. Alors, vous avez aussi, donc on a dit 16 tableaux, le 61, le 62, le 70, le 73, le 74, le 75, le 79, le 82. Et bien sûr, vous avez blépharoconjonctivite, vous avez cataracte, vous avez brûlure, je vous avais dit tout à l'heure que le méningocoque, l'infectieuse, donc qui est réparée, la conjonctivite du méningocoque. Vous avez aussi pour les rayonnements. Normalement, les rayonnements réparent kératite et conjonctivite. Ils ne l'ont pas mis. Et si, c'est réparé. Réparer rayonnement blépharite conjonctivite, non? Normalement, oui. Ils l'ont pas mis. 8, 16, 26, 22. Donc, il y a plus que ça. Hein. Si, le blépharite et conjonctivite pour rayonnement, c'est réparé. Ça veut dire que là, je vais revérifier cette liste de réparation. Hein, et s'il y a un ajout, je l'enverrai. Oh, heureusement, je me suis rendu compte là. Oui, le 6, il répare. C'est le 6, le rayonnement. Non, ils sont absents. Ah, oui, c'est le 6. C'est le 6. Je suis en train de lire la désignation des maladies. Il y a la blépharite et conjonctivite. Il y en a. Sur le 6, oui. Oui, mais là, j'étais sûre. Un délai de prise en charge de... Ça, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais je sais que blépharite, parce que pourquoi je sais, on prend en charge un personnel hospitalier et on vérifie toujours s'ils n'ont pas ça pour les faire réparer. Donc, il y a aussi la kératite et la cataracte. Et pour le 6? Oui. Non, mais blépharite et conjonctivite, j'étais sûre qu'ils n'ont pas noté. Chauffe, ce n'est pas un souci. Sachez que Hedou, c'est juste. Et je vais revérifier pour rajouter s'il y a ce qui manque. Je vous enverrai le... Parce que je vous ai dit, tout ce qui est tableau, il faut les apprendre. Parce que vous en aurez besoin pour le cas clinique. Bien sûr, il faut les apprendre pour le DMS. Pour votre activité quotidienne, il faut le connaître. Et après, bien sûr, si vous êtes dans un secteur utilisant cette substance, là, il faut le savoir. Maintenant, si vous êtes dans un secteur qui est loin de cette distance et que vous ne travaillez pas avec, c'est sûr que vous n'allez pas l'utiliser. Et on ne va pas apprendre juste pour apprendre. Hein. Donc, voilà pour la réparation. Donc, là, il y a le tableau 6 qui manque. Donc, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres tableaux qui manquent. Je n'ai pas vérifié. 8, 16, 26. Voilà. 82. Conclusion, les affections oculaires ne sont pas à négliger en milieu de travail. Les examens d'embauche et d'orientation doivent comporter un examen ophtalmologique pour chercher un trachome, une conjonctivite chronique qui vont contre-indiquer l'empoussiérage, fumer, les vapeurs irritantes, une opacité cornéenne, c'est-à-dire une cataracte, qui va contre-indiquer les milieux exposant au rayonnement.
il faut informer les salariés sur le risque encouru, consignes de conduite à tenir. Aussi, il faut les informer pour les consignes de conduite à tenir s'il y a accident. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important, le système de lavage, l'existence de fontaines d'eau au niveau de certaines entreprises quand il y a un risque de projection de petites particules qui peuvent donner des affections oculaires. Maintenant, dans l'ordre pratique, en partant dans l'ordre de l'activité quotidienne en tant que médecin du travail, il faut savoir que dans les VP et dans les VE, on fait toujours l'acuité visuelle. Biométrie, une partie de la biométrie, c'est l'acuité visuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez une acuité visuelle qui est déjà défectueuse. Donc là, vous adressez votre patient directement pour une consultation en ophtalmo pour voir si ça se répare, si c'est corrigible ou pas. Maintenant, pour chaque personne, normalement, il y a 10 d'acuité visuelle en binoculaire, les super, ceux qui ont 12, chez ceux-là, il faut essayer toujours de faire les autres tests, à savoir en fonction du poste, si vous avez le visiotest, de faire le test du visiotest, sinon toujours de chercher la tendance myopique, hypermétropique, toujours rechercher l'astigmatisme, toujours rechercher pour les chauffeurs l'éblouissement et le rechercher pour les 10. Ceux qui ont déjà une mauvaise acuité visuelle, ce n'est pas la peine de perdre votre temps à leur faire des tests. Il faut directement, cela nécessite ou demande une consultation d'ophtalmo. Par contre, chez ceux qui ont 10 d'acuité visuelle, c'est chez ceux-là qu'on va rechercher s'il n'y a pas des flous visuels qui ne sont pas encore patents et qu'il faut les dépister d'une façon précoce. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça n'a pas été trop barbant. Voulez-vous enregistrer? Oui, enregistrer. J'espère que ça n'a pas été trop barbant. Et donc, vous êtes 5, vous êtes tous là? C'est bon, vous êtes tous présents. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Sylvie a quitté la réunion. OK. Il n'y a pas de questions? Non. OK. C'est bon. Je vais envoyer la version document à votre collègue, celle que j'ai son adresse mail et elle vous la donnera. Et je vous ai dit les tableaux, je vais revérifier pour voir s'il n'y a pas eu un oubli quelque part. D'accord? Allez, je vous remercie. Merci. Merci à vous.